Donc, maintenant, on va passer parmi vous, pour ceux qui vont lever la main pour poser des questions. Vous pouvez poser une question globale à tous nos invités, ou alors vous adresser directement à une personne qui représente une liste. Donc, allez-y, vous êtes libre de poser vos questions. Moi, je veux bien poser une question. Court. Question court. J'aurais plusieurs questions, mais bon, je vais faire un travail, et vous répondrez, et puis je penserai plus tard. Donc, comme vous êtes le dernier à avoir parlé, monsieur Dupér, j'ai entendu votre discours qui consiste à dire, et c'est pas ce que j'ai entendu des autres, de dire qu'il est impossible de modifier une directive européenne. Si vous pensez ça, comment vous expliquez, un, que nous avons obtenu l'établissement de la pêche électrique très récemment, deux, que nous avons obtenu également, issue de directive, la protection des lanceurs d'alerte, alors que ceci est dans la directive travailleurs détachés. Et le troisième point, je ne sais plus, mais nous avons obtenu également un changement de directive très récemment. Donc je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'on ne peut pas changer le contenu d'une directive. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a des directives et il y a des traités. Il faut savoir que dans les traités européens, l'orientation économique est indiquée, c'est-à-dire que c'est le productivisme. La construction européenne n'est pas contre, par exemple, les exploitations bio, mais elle ne financera que des exploitations industrielles, puisque c'est le productivisme. Et si vous regardez bien, l'article 48 du TUE, traité sur l'Union européenne, indique qu'il faut l'unanimité des États pour changer un traité. Et la quasi-intégralité des choses sont dans les traités. Ensuite, vous avez possibilité d'avoir des actes dits, pas législatifs, mais réglementaires. Et c'est ce dont vous parlez, où il était possible, via des négociations où on est obligé de lâcher énormément de choses, d'avoir une toute petite avancée dans un certain point. Autre élément, quand les négociations se font, elles se font en général à l'unanimité et le poids de certains pays est plus important. Par exemple, le poids de l'Allemagne est excessivement important et l'Allemagne a une peur bleue, c'est que ses voitures se vendent mal aux États-Unis. Donc elle a une proportion à céder énormément de terrain, notamment sur la question agricole, qui n'est pas en fait quelque chose d'important pour elle, alors qu'en fait l'agriculture est un élément relativement important pour la France. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense que vous aviez fourché sûrement parce que vous aviez bien dit directive, et je connais assez bien le système de directive. Initialement, c'est pour ça que je me suis permis de poser la question. Alors, dans ces cas-là, si c'est possible, moi j'ai fini. Non. Européen, c'est exactement ce qu'ils pratiquent. Quand vous votez pas bien, on vous le refait servir d'une autre façon, etc., etc. Et ça, c'est inadmissible. Voilà. Quand vous êtes un vrai démocrate, vous ne pouvez pas admettre ce genre de pratique. Moi, je vais répondre aux deux là, parce que quelque part, les 25 députés du Front National, maintenant Rassemblement National, on ne les a pas vraiment vus actifs, par exemple, quand il a fallu ne pas voter un certain nombre de choses. Les travailleurs détachés, ils étaient absents. Ensuite, vous parlez effectivement de choses secrètes. Ils ont voté pour la directive du secret des affaires. Donc, il ne faut pas tenir ici un double discours. Deuxièmement, à la France insoumise, on n'est pas pour sortir de l'Europe. La France pèse 18% du PIB dans l'Union européenne. À partir du moment où on instaure un rapport de force, on a les moyens de se faire entendre enfin. On n'est pas obligé de faire comme Sarkozy ou Hollande ou Macron, c'est-à-dire de se coucher tout le temps devant Merkel. On peut rester dans cette Europe, désobéir aux traités et créer un rapport de force. On peut faire des coopérations avec les pays qui veulent travailler avec nous sur les mêmes, je dirais, bases sociales, en tirant les gens vers le haut. C'est ce qui nous différencie, je crois, vraiment. Alors, j'aimerais pouvoir dire qu'il y a déjà des possibilités d'agir dans l'Union européenne. Les citoyens ont cette possibilité d'agir puisque le traité de Lisbonne a institué l'ICE, c'est-à-dire l'initiative citoyenne européenne, qui requiert 1 million de voix réparties sur 7 pays. Donc, finalement, quand on voit que le RIP chez nous, le référendum d'initiative parlementaire nécessite 4,5 millions de voix, bon, donc c'est-à-dire qu'à la limite c'est un RIC, et donc, parce que c'est vrai que le Parlement
n'a pas d'ordre du jour, c'est la Commission qui lui impose, mais là, le référendum, l'initiative citoyenne européenne permettra à des citoyens de proposer à la Commission qu'elle étudie des cas. Il y a eu jusqu'à maintenant 4 thèmes qui ont reçu. Il y a eu l'eau, un droit humain, stop à la vivisection et interdire le glyphosate. Et donc c'est ce qui a conduit la Commission à donner au Parlement à réfléchir pour... donc ça veut dire que les citoyens, s'ils le veulent et s'ils le savent, parce que souvent on ne sait pas comment ça fonctionne, les citoyens ont un pouvoir déjà d'intervention, puisque finalement 1 million, je répète, de signatures issues de 7 pays différents, bon, ça se fait sur 512 millions d'habitants. Moi, je vais juste poser une question qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Déjà, on va partir de la base. Les Français ne votent plus pour la France, enfin, pour élire leur président. Donc, c'est déjà compliqué. Mais alors là, avec l'Europe, c'est encore plus compliqué pour faire venir les gens aux urnes. Et surtout pour qu'ils ne votent ni nul, ni blanc. On est d'accord. Là, maintenant, moi, il y a une question que je me pose. Je ne vous connaissais pas la moitié par rapport à ce que vous nous avez annoncé. Pourquoi il y a autant de listes et pourquoi vous êtes autant divisés, ne serait-ce que France Insoumise, par exemple, vous avez combien de listes? France Insoumise, on a une liste. Une liste? Plusieurs candidats, quand même. Non, sur la liste, il y a 79 candidats par liste. Attends. Mais moi, je trouve qu'il y a trop de divisions. Je trouve que j'aimerais bien prendre un petit peu de tout le monde et faire une vraie liste. Voilà. Mais non, mais on comprend, si vous voulez, on comprend. Enfin, moi, je ne vais pas dire tout le monde, mais je pense que beaucoup de gens sont désintéressés par la politique, parce que c'est du blabla permanent. Mais en plus, par rapport aux européennes, je rappelle quand même que 54% des Français avaient voté contre avec sous Chirac, pardon. Donc aujourd'hui, comment nous intéresser quand il y a autant de listes? Moi, je peux pas choisir. Et pourtant, je vote pour un parti au niveau de la France. Mais là, je ne sais plus quoi choisir. J'apprécie tout ce que vous dites les uns et les autres. Après, je sais qu'il y a beaucoup de politique, hein, donc on sait que derrière, ça va et ça vient. On sait aussi que certains vont se rapprocher de Macron, et nous, c'est pas le but. On est bien d'accord. Donc voilà. Moi, je répondrai à ma question. Pourquoi autant de listes? Je vais vous répondre. Parce que nous, on a la liste Envie d'Europe qui regroupe 4 partis politiques. Et il y a des listes à côté, donc la liste de Génération de Benoît Hamon, la liste de Jadot d'Europe Écologie Les Verts, la liste France Insoumise, la liste PCF. Je pense qu'on aurait fait l'union de toutes ces listes de gauche. Sincèrement, on aurait pu avoir un programme. Alors, on a des divisions, c'est clair et net, mais quand on s'écoute assez souvent dans des débats ou dans la presse, il y a pas mal de points où on se retrouve. Donc, il faut que chacun fasse des concessions. Ça, c'est clair et net. Mais je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, si on met le pourcentage de toutes les listes de gauche réunies, on est devant dans la liste libérale d'Emmanuel Macron et devant la liste du Rassemblement national. Donc je pense que si on veut une vraie Europe sociale, il faut que toutes les listes de gauche comprennent qu'ils se mettent ensemble. Il ne suffit pas, alors moi, mon ennemi, effectivement, c'est la droite. Il ne suffit pas de se déclarer de gauche pour être de gauche. Quand on voit comment on a été trahi par François Hollande, on n'a plus envie d'en manger. Je vais être très clair. Donc, à partir de là, effectivement, ne nous trompons pas de combat. Je répète, avec qui vont gouverner les élus quand ils seront élus? Avec le PPE? Avec les sociodémocrates qui font cette Europe depuis 30 ans? On ne peut pas continuer à raconter des histoires aux gens. On souffre à cause de ça. On souffre à cause de ça. On souffre à cause des compromis avec, on n'en a pas encore parlé, hein, mais franchement, la violence institutionnelle. Un paysan qui se suicide tous les 2 jours parce qu'on fait la politique pour les riches, parce qu'ils n'en ont rien à faire de vous, de nous. On ne peut plus se dire de gauche et accepter de ne pas leur rentrer dedans, de ne leur pas dire arrêtez d'accumuler autant d'argent.
9 jours pour les actionnaires il y a 20 ans. Aujourd'hui, les salariés travaillent 42 jours pour les actionnaires. Qu'est-ce qu'elle a fait, la gauche, qui est au pouvoir? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, madame, si vous voulez vraiment voter à gauche, votez LFI. Oui ou non? Et c'est ça notre problème fondamental aujourd'hui. Pourquoi il y a un mouvement comme les Gilets jaunes? C'est parce qu'effectivement, il y a une partie de la population qui ne se sent plus représentée. Moi, que ce soit la France Insoumise ou n'importe quel autre groupement, on peut discuter de tous les sujets. Encore faut-il qu'on représente à la fin, qu'on représente quelque chose. C'est-à-dire qu'on vienne avec des électeurs derrière qui nous soutiennent. Le problème aujourd'hui, il n'y a pas de proportionnalité en fait intégrale au niveau de l'Assemblée nationale. Or, les fondements même de la République française, c'est Montesquieu, hein, c'est un peu la séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Or, en fait, aujourd'hui, on a un législatif qui est en train de lécher les miches de Macron. Point. C'est pas la peine de l'habiller différemment. Bon, vous dites non, monsieur, mais je pense que oui, moi. À partir du moment où on couple l'élection présidentielle simplement avec les élections législatives, à partir du moment où il y a une prime à une majorité, ça veut dire que quand on dit prime à une majorité, ça veut dire qu'en fait on n'admet qu'une minorité, par les circonstances, force la main de l'ensemble de la population. Aujourd'hui, quand on va sur les ronds-points, on entend quoi? On entend exactement ce qu'on a dans notre programme. Alors il y a des éléments qui sont plus ou moins développés, mais le premier c'est quoi? C'est le référendum d'initiative populaire. C'est la proposition numéro 5 de notre programme présidentiel. On nous parle effectivement de l'impôt sur les grandes fortunes, c'est la proposition numéro 74 de notre programme, etc., etc., etc. C'est-à-dire que je crois aussi qu'on est victime, indépendamment des combats d'ego, parce qu'en fait on parle de combats d'ego à gauche, on pourrait parler de la droite aussi, hein, parce qu'on peut citer encore des noms. À l'intérieur même de notre propre parti, on a aussi des problèmes. Hein, je veux dire, il y a des gens qui tout d'un coup ont le melon, ils votent en fonction de ce qu'ils pensent être leur avantage personnel, etc., etc. Mais derrière ça se pose quand même le problème de l'arbitrage, et je pense que l'exemple de mes voisines, qui est le cas de la défense des animaux, c'est quelque chose qui est complètement transversal à l'intérieur des partis. C'est-à-dire que si on amenait ça à l'Assemblée nationale aujourd'hui, je veux dire, qu'il y aurait des types de gauche, de droite, du centre, etc., qui voteraient, qui soutiendraient leur position, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, parce que malgré qu'ils représentent sans aucun doute une fraction de la population, ils sont inexistants au niveau législatif. Et c'est ça, à mon avis, le gros problème, c'est le déficit de démocratie qu'on a en France. Oui. Dans combien d'années? Très bien. On n'a pas 12 ans là pour sauver la planète. On n'a pas 12 ans. Je pense que, voilà, en fait, il y a beaucoup de partis, mais je pense que nous, les petits partis, alors c'est vrai que je vous remercie de nous avoir invités ici, parce qu'on est votés par les grands médias, mais on est soutenu par des personnalités médiatiques, par Laurent Baffy, par Anouk Aimé, par Robert Hossein, par Julien Courbet, par notre emblématique Brigitte Bardot, évidemment. Et il faut savoir que ces partis animalistes ont des sièges sur le plan européen. Donc il faut que la France ait également des sièges de députés, voilà, pour exercer ce contre-pouvoir. Bonsoir. Vous nous faites tous des propositions. Alors, enfin, des propositions sur vos programmes. Hein. On sait très bien qu'aucune n'aboutit. Ça, c'est depuis 40 ans, c'est comme ça. On va pas se la faire à l'envers. Par contre, que comptez-vous faire? Avez-vous des projets de loi, des projets autres, pour contrer les lobbies qui vous influencent tous les jours à l'Assemblée européenne? Avez-vous une réponse à nous donner? Je peux vous répondre. Effectivement, un de nos axes de travail, c'est que les députés qui seront envoyés au Parlement européen se comportent comme ceux qui sont actuellement à l'Assemblée nationale. On va envoyer des députés de combat, et il ne faut pas se mentir. Le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir, il a très peu de pouvoir d'initiative sur les lois, mais compter sur les députés insoumis pour dénoncer justement tous les lobbies, pour dénoncer effectivement tout ce qui se passe et qu'on ne sait pas. Ils seront nos lanceurs d'alerte, et ça c'est un engagement que l'on a pris effectivement et qui est dans notre programme. J'entends pas. Les lanceurs d'alerte, on les met en prison. Oui, mais justement, là on ne pourra pas mettre des élus en prison.
Pour le Rassemblement national, la position est extrêmement claire, c'est l'interdiction pure et simple des lobbies. Voilà, c'est simple, c'est que l'interdiction pure et simple. À partir du moment où vous commencez à avoir une logique vous avez des lobbies qui rédigent les textes, donc, par facilité, c'est dommage que ce soir notre député, le Breton, ne puisse pas venir. Et vous parlerez on vous amène un texte le vendredi soir, hein, bien sûr, et vous allez le voter le lundi. Voilà. C'est ce genre de pratique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des négociations qui sont faites. Bon, vous l'avez vu récemment sur le glyphosate, mais il y a d'autres domaines au niveau sanitaire. Hein, je veux dire, il y a un scandale, je dirais, au niveau des pratiques. On voudrait faire introduire dans la législation européenne des pratiques qui sont des pratiques pour nous complètement exotiques. Le cas des États-Unis, il y a plus de 2000 additifs qui sont autorisés. En France, à peu près 200, ce qui est déjà beaucoup. Donc voilà, on veut effectivement faire en sorte de neutraliser définitivement et de rendre illégales les pratiques de lobby. Point. Il n'y a pas d'autre alternative. Si on commence à discuter, c'est un apéro, c'est une petite bouffe, c'est des petites vacances, c'est des petits tout ce que vous voulez. À la fin, de toute façon, il y a forcément une compromission de l'intérêt général avec l'intérêt privé. Et je ne parle même pas de l'argent, puisqu'on a des partis. C'est le cas de celui de Macron et du PPE en particulier, qui est financé directement par des lobbies. Et ça, c'est insupportable. Mais je vais répondre parce que vous avez quand même un double discours, parce qu'il y a eu tous les chefs, enfin toutes les têtes de liste ont signé un pacte anti-corruption, sauf deux partis, les Républicains et vous, le Rassemblement national. Donc nous sommes tous autour de la table, sauf vous ce soir, contre les lobbies. Et nous, ça fait 5 ans qu'au Parlement européen, on combat les lobbies, dont sur le glyphosate. Donc le double discours, c'est bien, mais les actes, c'est beaucoup mieux. Non, je voulais simplement dire que... Et Bannon, c'est peut-être pas un lobby, parce qu'actuellement vous êtes financé par M. Bannon, qui s'en vante, milliardaire américain, qui finance toute l'extrême droite de l'Europe. Vous les considérez pas comme des lobbies, ces gens-là? Pardon? Moi, je ne me fais pas manipuler par les médias. Moi non plus, moi je pense pas. Si vous voulez discuter de Bannon, on discute de Bannon. Bah écoutez, ça fait partie des déclarations publiques, hein. Moi je ne sais pas, je vous pose la question. Je voulais juste savoir si c'est un lobby considéré ou non. Ça s'arrête à ça. Oui, simplement. Attendez. Le problème de discussion avec les doubles discours, etc., il y a aussi à l'intérieur des partis des directives qui ne sont pas suivies d'une façon stricte, c'est clair. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de députés, dont certains du Rassemblement national, qui on pourrait discuter d'autres, qui sont de toute façon plus présents sur les listes. D'accord? Donc on peut toujours prétendre laver plus blanc, mais au bout d'un moment... Prenez le micro, parce qu'on ne vous entend pas bien. Bon, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'au niveau des lobbies, on a dans la langue française comme ça des gros mots. Lobby, c'en est un. Il faut savoir que c'est pas négatif, tous les lobbies ne sont pas négatifs. Quand par exemple, celui qui a réussi à faire admettre la fin de la pêche électrique, c'était quand même une avancée. Donc moi par exemple, je suis dans un lobby qui promeut... Excusez-moi, mais c'est pas un lobby. C'est un lobby sur des députés qui a fait tout pour acheter pas Non, mais élu meilleur député par ses pairs en 2018, il est unique, il a été élu meilleur député par ses pairs. Et la voix de la France, elle a disparu parce que les majoritaires, c'était 25 députés Front National, qui maintenant est Rassemblement National, qui n'étaient jamais là au combat. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que les lobbies, par exemple, moi je suis dans un lobby du ferroviaire, c'est pour faire revenir les petites lignes, pour ceci, voilà, c'est pour redévelopper ce qui a été enlevé. Donc un lobby, voilà, il y a les bons et les mauvais. Il y a ceux qui agissent pour l'intérêt des citoyens et puis ceux qui agissent pour les banques, les grands groupes et tout ça. Mais il faut savoir que dès aujourd'hui, l'Union européenne est très stricte, justement, elle est consciente de cela, et que par exemple des députés qui voient des lobbies, il y a une traçabilité, ils doivent tout se faire en transparence. Ça fait partie des mesures collectives. Tout se fait en transparence. Vous nous mentez, ça n'existe pas actuellement. Ça fait partie des mesures qu'on souhaite qu'ils soient prises, qu'ils soient accomplis. C'est faux. Mais non, c'est faux. Il est conseillé, mais maintenant ça rentre petit à petit dans l'obligation. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut améliorer les choses. Parce qu'il y a une pression. Ça, on veut, nous les citoyens. Oui, ça, on veut. Alors je suis d'accord avec vous, monsieur, les lobbies n'ont aucune obligation. La seule chose, c'est qu'ils peuvent s'inscrire sur une liste si jamais ils le veulent bien. Je vous invite à regarder la vidéo, c'est Pardon YouTube par exemple, où ils montrent en fait Google en action pour comment ça s'appelle, favoriser Jean-Claude Juncker ou une youtubeuse. Pardon?
travaillé à la commission, alors je connais un peu les affaires. Voilà. Juste une petite chose que je voudrais dire, c'est que si vous imaginez que vous votiez pour une seule liste, là, d'accord, il y aurait donc 79 députés au Parlement. Tout le monde vous dit ce qu'il voudrait faire, il faut savoir que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils veuillent faire, ils n'ont pas l'initiative des lois. Ce n'est pas eux qui décident de ce sur quoi ils vont voter. Et même si jamais c'était le cas, ils ne sont que 10% du Parlement européen. C'est infinitésimal, quoi. Vous parliez également des lobbies. Les lobbies, hein, il y a quelques années, c'était ce qu'on appelait de trafic d'influence. C'était condamnable par la loi. Et nous souhaitons effectivement que les lobbies soient totalement interdits. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a une certaine puissance financière ne fait pas le même lobbyisme que des personnes qui n'ont aucun moyen et qui se groupent en association. Également, juste pour vous donner quelque chose, je ne peux pas vous dire qu'on va mettre en place ou qu'on va pouvoir œuvrer pour rétablir des choses. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est avoir une tribune pour indiquer et pour que tout le monde sache qu'il est important pour retrouver la démocratie de se libérer de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN, comme l'a fait Nigel Farage. Voilà. D'autres questions, peut-être? Bonsoir. J'aurais juste une question, savoir si vous êtes pour ou contre l'instauration du salaire minimum européen. Et si oui, comment allez-vous, il faut savoir qu'en France, on est quand même les plus hauts, savoir comment vous allez faire, voilà. Combien, voilà, combien. Alors, je vais vous répondre simplement. Dans le programme que vous pourrez vous procurer, on a une clause de non-régression sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on va, pour nous, considérer qu'il faut un SMIC actuellement à 75% du salaire médian et que tous les SMIC d'Europe convergent. Donc, dire qu'on est pour un SMIC européen, actuellement, c'est pas possible, puisqu'il y a des pays qu'il faut tirer vers le haut. Donc oui, une convergence, et justement, avec les pays qui le souhaitent, pouvoir travailler, l'écrire noir sur blanc, et tirer ces gens-là vers le haut, pour qu'ils arrêtent de rentrer en compétition avec des salariés de chez nous. C'est dans notre programme. Si on parle de salaire minimum, on pourrait commencer peut-être par l'Allemagne. On pourrait peut-être commencer à discuter avec le Luxembourg ou la Belgique. Vous voyez, le problème de la convergence européenne, c'est-à-dire qu'il y a des économies sous-jacentes qui sont tellement différentes dans leur structure. Faites un exercice de style en disant voilà, on va faire une Europe fédérale, donc avec des lois similaires en matière de droit du travail, etc., simplement entre la France, le Luxembourg et la Belgique. Et là, vous avez tout de suite un problème qui est un problème évidemment qui vous saute à l'œil, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg, il y a un SMIC à 2000 balles. C'est bien sur le papier, sauf que c'est un paradis fiscal. Sauf qu'effectivement, ils n'ont pas les mêmes besoins que la population française en matière d'éducation, de défense, de santé, etc. Voilà, c'est ça notre problème. C'est pour ça que les discussions qui sont faites en dehors du cadre des nations, c'est quelque chose qui ne porte vers rien du tout. Quand vous avez une crise économique, vous avez trois facteurs sur lesquels vous pouvez jouer. C'est le montant des salaires, c'est le nombre de gens qui travaillent et c'est la devise sur laquelle vous agissez. On s'est lié les mains avec l'euro. On pourrait discuter du cas de l'euro, mais ça veut dire qu'on ne peut plus jouer sur la monnaie. On n'a pas de moyens en France, du fait de la législation, de descendre les salaires. Et donc on a du chômage. C'est ça le mécanisme. Les Allemands, eux, ont choisi d'avoir un SMIC jusqu'à il y a très récemment, ils ont fait un SMIC qui est inférieur d'ailleurs au SMIC français, et avoir recours à de la main-d'œuvre étrangère dans les pays de l'Est en particulier pour une grosse partie de leur cycle de production, ce qui fait qu'ils sont encore évidemment beaucoup plus compétitifs que nous, etc., etc. Donc le problème du SMIC européen, c'est à mon avis une grosse illusion, parce que justement l'avantage compétitif qu'ont d'autres régions, au même titre que le paradis fiscal en Irlande ou au Luxembourg, quand vous allez en Hongrie, effectivement, leur avantage marchand, c'est d'avoir un SMIC très bas. Voilà. Sinon, ils n'auraient pas de boulot, tout simplement, parce qu'on ne délocalise pas. Et ça ne veut pas dire que je... Oui, non, mais c'est... Là, si vous ne fermez pas les frontières législatives, et là je ne parle pas de frontières physiques, si vous ne fermez pas les frontières législatives, alors effectivement vous avez forcément un dumping. Naturellement, une entreprise elle va chercher l'endroit où elle peut produire le moins cher possible, dans des conditions les plus dégueulasses possibles, avec une main-d'œuvre la plus servile possible, etc. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau
des grandes entreprises. Donc pour revenir sur le SMIC européen, je l'ai dit en préambule tout à l'heure, donc j'ai voulu lire la proposition, c'est la numéro 20 dans notre programme. Nous initions au niveau européen une concertation avec les partenaires sociaux afin d'instaurer un SMIC minimal au sein de l'Union européenne, permettant de lutter contre la pauvreté et favoriser la convergence sociale en Europe. Dans ce cadre, nous défendrons l'objectif chiffré de moins 65% du salaire médian de chaque pays. Et je pense à savoir, bien avant d'être candidat sur cette liste, j'en parlais déjà à mes collègues au moment qu'on a eu notre plan social, j'ai dit si au jour d'aujourd'hui, en Europe, tous les travailleurs européens avaient un salaire équivalent, aujourd'hui on aurait une quantité de carters à faire aux fonderies du Poitou toujours aussi grande, parce que ce qu'on ne fait plus aux fonderies du Poitou se fait en Espagne, en Allemagne, en Slovénie, en Bulgarie. Donc c'est bien pour les travailleurs parce qu'ils auront plus de salaire, et ce sera bien pour nous Français parce qu'on ne perdrait pas notre savoir-faire qui part en ce moment dans les pays de l'Est. Alors, nous sommes aussi pour un SMIC européen. Il faut savoir que le SMIC le plus bas aujourd'hui, c'est la Bulgarie, 286 €. Mais que néanmoins, ils ont augmenté, il était il y a peu encore à 230. Donc petit à petit, ces pays sont appelés à augmenter, évidemment. Et donc c'est l'intérêt des Européens de tirer vers le haut, comme ont été tirés vers le haut l'Espagne et le Portugal qui sont rentrés avant, au nom de la solidarité européenne. Puisque je rappelle qu'une des valeurs de l'Europe, c'est la solidarité. Et donc effectivement, petit à petit, ces pays sont amenés à rejoindre. Aujourd'hui, il doit y avoir 7 pays qui n'ont pas encore de SMIC. Mais voilà, il faut surtout être prudent et ne pas croire que, parce que certains le disent, qu'un SMIC européen, ça va être tiré vers le bas. Non, l'idée c'est effectivement de tirer par le haut. Je ne parle pas forcément des 2 000 € tout de suite au Luxembourg, mais enfin de tirer vers le haut. Mais là, on raconte des histoires aux gens. Là. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que, quelque part, si je vous disais en préambule tout à l'heure, tout ce que vous racontez, vous ne pouvez pas le faire dans les traités, ils interdisent l'harmonisation, je dirais, sociale et fiscale. C'est écrit noir sur blanc. Donc pour nous, quand on parle effectivement de décision au niveau de la législation française, madame, c'est une taxe au kilomètre. Quand on taxe au kilomètre, ça veut dire que vous favorisez forcément des tomates plutôt en circuit court que des tomates qui viennent d'Espagne. Et vous allez favoriser peut-être une laiterie qui a fermé là il n'y a pas longtemps, parce que maintenant le lait vient de Nouvelle-Zélande, vous voyez. Donc les gens ici qui acceptent de travailler avec le PPE, de travailler avec les sociodémocrates, qui signent les traités de libre-échange sans nous demander, eh bien nous, on veut que notre Parlement national soit consulté. On n'en veut pas du CEFTA, on n'en veut pas du JAFTA. Pourquoi? Parce que ce sont les multinationales qui mettent la pression sur les salaires en vous disant on peut toujours trouver moins cher. Donc quelque part ça, on n'en veut plus. Et c'est une cohérence totale. Vous ne pouvez pas, si vous ne raisonnez pas de manière globale, à effectivement sauver la planète. Vous aviez raison, madame, à peine 12 ans. Il y a urgence. Il y a urgence. Et donc l'écosystème, on veut le protéger comment? On ne peut pas, à nous tout seuls, faire, on représente 3% du PIB mondial. Sauf que la France, il faut lui redonner son image. Le pays des Lumières. On avait une voix avant, on ne l'a plus. On est même montré du doigt par l'ONU, là. Parce qu'on a éborgné des gilets jaunes. Parce qu'ils ont eu des mains arrachées. On est montré du doigt. Ça vous regarde pas, je suis désolé, ça vous en parlez pas, s'il vous plaît. Vous étiez pas dans la rue. Exactement. Bah, non, mais ça, ouais, non, mais les partis, on n'en voulait pas. Donc vous venez pas sur ce terrain-là, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, pas de problème. Seulement, j'aimerais qu'on raisonne de manière globale. La planète est en danger. La planète est en danger. Mais on fait rien. Et on ne fait rien. On fait rien. Et on laisse, si vous voulez, cette Europe-là continuer de signer des traités de libre-échange qui déménagent le monde. Après, tout le reste, c'est du vent. D'accord. Donc j'ai une question, je voudrais savoir sur les 34 listes qui se met avec Macron ou pas. Parce que moi, personnellement, qui se met avec Macron, je vais dire. Voilà, exactement. Donc je voudrais savoir sur les 34 listes, lesquelles se mettent avec Macron. Je vais peut-être vous répondre d'abord. D'accord?
François Asselineau a fait un dossier de 27 pages indiquant qu'en fait Emmanuel Macron a violé la Constitution française à plus d'une quinzaine, une vingtaine de reprises et a demandé en fait la mise en place de l'article 68 qui est en fait une procédure de destitution du président de la République. Cette procédure est valable à partir du moment où il y a 76 députés qui la signent et 56 sénateurs qui la signent. Eh bien, vous savez combien on a signé? Un seul, pas un de la France Insoumise, pas un seul du Rassemblement National. Le seul qui l'a fait, c'est quelqu'un des Républicains. Je ne dis pas ça pour lui, hein, parce qu'en fait, il était premier, mais un seul l'a fait. Donc en fait, les gens vous disent qu'ils sont contre le pouvoir en place, mais ils n'utilisent absolument pas les moyens qui sont mis à leur disposition pour le renverser. Je ne pourrais pas être contre. Je pourrais pas être. Alors, je pourrais répondre à votre question, madame. C'est ça que je veux savoir. Je vais répondre à votre question. Ça vous avez énervé là, c'est pas bien ça. Je vais, voilà. Simplement, nous sommes dans des élections européennes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur pour nos enfants de l'Europe, qui peut effectivement les aider. Donc, le référendum anti-Macron, moi, je le mets en 2022. Et pas pour ces élections-là. Voilà. Par exemple, là, vous voyez, nous on sait que Macron, il va globalement avoir son truc, là, il y a le PPE, si on a bien compris, les sociodémocrates, apparemment, c'est Macron, ça. Non, absolument pas. Si vous êtes élu, est-ce que vous allez chez Macron ou pas? Nous c'est clair et net. Je vais vous répondre pour nous personnellement, je ne connais pas l'avis des autres. Hein. Mais nous, clairement, nous ne siégerons pas avec Macron. C'est non total, je vous le dis. Et si vous écoutez nos meetings en replay, vous pouvez entendre qu'à chaque fois on tape sur Macron, on est contre la politique de Macron. Donc oui, chez nous, dans notre parti, il y en a plein qui sont partis chez Macron. Mais bon débarras, qui restent là-bas et qui ne reviennent pas. On entend Ségolène Royal qui veut partir là-bas, mais qu'elle a là-bas, Ségolène Royal, c'est si elle veut. Mais ils nous en voulaient plus. Au bout d'un moment, il faut être clair, on est contre Macron, on veut une politique sociale et de gauche. Macron n'est pas de gauche ni social, il est de droite et libéral. Donc, ce n'est pas du tout notre ligne. Point. Macron, il a un truc dans le cul, il va à gauche et à droite, c'est tout. Je vais répondre plus précisément à votre question. L'Union populaire a mis en place une procédure de destitution de Emmanuel Macron, c'est pas pour être avec lui. Et les députés du Parlement ont tous dit non. Donc, à vous de voir en fait lesquels vont éventuellement être avec Macron. Prenez-le, c'est clair. En ce qui concerne le Rassemblement National, il faut que les gens comprennent ça. Vous voyez qu'on est au quotidien. C'est le Parlement actuellement. Il y avait un débat qui Moi, tout le monde comprend ça. C'est bon. Je dirais les problématiques européennes. C'est lui qui revient dans le débat pour soutenir son point là haut. Mais c'est pas l'inverse. Il me semble effectivement que chaque citoyen doit aussi regarder ce que font les listes et les députés au Parlement actuel. Voir effectivement comment se comportent les députés du Rassemblement National, les députés de la France Insoumise, les députés socialistes. Qui vote quoi? Nous, dans le cadre de notre niche parlementaire, on a proposé le RIC. On a proposé le retour de l'ISF, balayé d'un revers de main par la République En Marche. Donc madame, non, effectivement, nous on n'est pas avec la République En Marche, on ne sera jamais avec eux, on est les premiers opposants. Voilà. Non, avec d'autres, pas les premiers. Bonsoir. Ne dites pas n'importe quoi. C'est un mensonge. Pas les premiers, avec d'autres. Au parti animaliste, on ne peut pas se positionner contre Macron, si ce n'est qu'on pourrait être contre, compte tenu, puisqu'on parlait des lobbies tout à l'heure, compte tenu de sa position par rapport au lobby. On en a pour exemple celui de la chasse, voilà. Monsieur Coste, qui est très très actif au niveau de la chasse, le président effectivement des chasseurs, William Schrader, enfin quelque chose comme ça. Oui, mais là en tant que lobbyiste, vraiment, il est pro-chasse, il est pro-corrida, donc tant qu'il sera tout ça, on peut pas être en marche, c'est clair. Nous, on est avec ceux qui vont prendre en considération la cause animale. Voilà. Donc, et surtout contre les lobbyistes. J'ai une question à poser, mais simplement avant, Monsieur Cagnot, c'est bien ça? C'est vrai. Pour quasiment l'ensemble, à la fois ils ont répondu à la question qui était oui ou non, est-ce que vous allez vous allier avec
la LDE, donc le parti Emmanuel Macron. Simplement, vous, monsieur Cadieux, vous n'avez pas répondu directement à cette question, donc juste est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? J'ai répondu 2 questions avant en disant que effectivement nous allons rechercher d'autres partis citoyens. Nous sommes un parti citoyen. Donc nous allons rechercher d'autres partis citoyens qui existent en Pologne, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Donc il n'y a aucune possibilité, aucune probabilité. Par contre, comme au Parlement européen, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de majorité figée. Il y a des recherches de compromis. Donc on ne s'interdit pas, si effectivement une loi est bonne, de voter pour cette loi. Vous voyez ? Donc c'est ça la différence du fonctionnement du Parlement européen par rapport au Parlement français. Au Parlement français, on est bloc contre bloc. Au Parlement européen, comme il n'y a aucun parti qui a la majorité absolue, il faut qu'il y ait des compromis. Voilà, de l'intérêt du bien commun européen. Très bien. Bon, merci d'avoir précisé. Maintenant, j'en reviens enfin à ma question, parce que là, c'était juste pour vous préciser tout à l'heure. Je pense qu'on est peut-être beaucoup à être d'accord qu'en effet, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes plusieurs à l'avoir dit, que les lobbies mènent la barque au sein de l'Union européenne. J'ai entendu 2 personnes tout à l'heure qui ont dit qu'il fallait peut-être interdire les lobbies, mais j'ai aussi entendu que pour avoir exercé un pouvoir législatif, faire voter de nouvelles lois, donc par exemple de nouvelles interdictions, les députés européens n'ont que très peu de pouvoir. Donc, comment est-ce qu'on fait justement, par exemple, pour interdire les lobbies, ou même pour sortir de certains traités qui nous embêtent un peu, ou même qu'il y ait de nouvelles lois qui soient mises en place, puisqu'on nous a dit tout à l'heure à 2 reprises, je ne sais plus qui, que les députés européens ont un pouvoir qui est peut-être pas négligeable, mais en tout cas infime. Donc concrètement, demain, à quoi ça sert d'élire des députés européens, puisqu'on nous dit qu'ils représentent 10% du poids législatif, à quoi ça sert en fait d'élire un député européen, puisqu'on nous dit qu'ils n'ont pas d'influence? Je vais répondre très simplement, très vite, à pas grand-chose, si vous souhaitez que le programme du mouvement soit mis en place, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir pour le faire. D'accord? À partir du moment où vous souhaitez vous libérer en fait du carcan européen, là vous avez plus de voix, parce qu'en fait ça vous donne une tribune. Mais c'est juste au niveau de la tribune que ça a un intérêt. Pour le reste, je crains que malheureusement c'est pas beaucoup d'influence. Si ça en avait, il y a des années, la gauche était beaucoup plus puissante que ça, et ils auraient fait les changements, et il n'y en a pas eu, on a eu une accentuation au contraire. À quoi ça va servir de voter pour un député européen, c'est ça? La question, à quoi ça va servir de voter tout court? Je crois qu'il y a 2 façons de faire évoluer les choses. C'est 1, effectivement, par des élections, 2, par la révolution. En général, quand il y a la révolution, ça se finit mal, et ils essayent, ceux qui sont en place, de dégommer les leaders et les meilleurs, donc c'est jamais bon. Nos idées ne peuvent progresser que dans des moments comme ce soir. Nos idées ne peuvent progresser et ne peuvent s'enrichir que dans le partage. Seul, on n'a pas le savoir. Nous, on croit à l'intelligence collective. On croit effectivement que si on réunit des gens, on leur donne l'information, ils sont capables effectivement d'écrire une constitution, d'écrire comment ils veulent vivre ensemble. Donc pourquoi voter pour des députés européens? En tout cas pour nous, pour que nos idées progressent aussi au niveau de l'Europe. Voilà pourquoi. Alors ce que je voulais dire simplement, c'est que déjà aujourd'hui, il y a des pouvoirs. Alors ils sont, par exemple, la quasi-totalité des normes européennes et des directives passent par le Parlement, ainsi que le budget annuel. Et il a aussi son mot à dire sur, et il surveille les négociations des traités commerciaux. Alors pourquoi il y a des traités qui passent? Parce qu'il y a une majorité de droite qui les fait passer. Voilà, on a des alliances, peut-être d'autres qui s'allient avec pour les faire passer. Donc, sortez de vous de la tête que comme quoi ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont un pouvoir qui est de plus en plus grand. Le traité de Lisbonne en a remis une couche. Et donc, paradoxalement, effectivement, peut-être là où le bas blesse, c'est dans la communication. Là, je rejoins monsieur de la France Insoumise, où effectivement, il faut donner l'information aux gens pour qu'ils se rendent compte et qu'ils puissent se faire leur opinion. Mais en fait, on devrait nous faire croire qu'un député européen ne sert à rien et qui ne fait rien face au lobby. Mais on a eu la preuve sur la pêche électrique
c'est les députés européens qui ont réussi à la faire arrêter. On a chez nous Éric Andrieux, par exemple, je reviens encore sur le glyphosate, mais qui est la bête noire de Monsanto, qui est fiché, qui reçoit des SMS de menaces, qui reçoit des lettres, qui met sur son bureau au Parlement européen, il reçoit des pommes avec des têtes de mort dessus. Ou quand la loi interdisant le glyphosate, que la droite a voté pour que le glyphosate continue, à ce moment même que ça se votait, les lobbies de Monsanto diffusaient sur le Parlement européen des vidéos de propagande pro-glyphosate. Donc ils ont un gros, comment dire, ils sont vraiment puissants les lobbies. Mais si tous les députés européens avaient du courage, sincèrement du courage, pour combattre les lobbies, s'ils ne se pliaient pas devant les lobbies, ils auraient un vrai poids. Donc le peu de députés européens qui ont du courage, ils réussissent. C'est difficile d'interdire les lobbies parce qu'en fait, ils sont là où on les attend le moins. Par exemple, toutes les publicités sur les produits laitiers. Donc on nous fait croire qu'en fait les seules sources de calcium se trouvent dans les produits laitiers. Il faut savoir qu'il y a une publicité que vous connaissez, hein, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Elle est interdite pendant quelques temps parce qu'en fait ce sont des faux amis. Et on s'aperçoit que les pays européens qui consomment le plus de produits laitiers, ce sont les pays qui souffrent le plus d'ostéoporose. Donc en fait, la consommation excessive de produits laitiers accentue les fractures du col du fémur, l'ostéoporose. Et le programme Nutrition Santé, qui vous dit justement de manger des produits laitiers, manger de la viande parce qu'on tient du fer, etc., c'est financé, le programme Nutrition Santé, par Candia. Voilà. Donc on nous fait croire qu'il y a des sources de calcium ailleurs que les produits laitiers. Donc c'est difficile d'aller à... Pardon ? Pas du tout, madame. Vous ne nous apportez pas de solution, vous ne nous apportez pas des trucs à faire, vous nous racontez ce qu'on peut trouver, ce que le monsieur a bien dit sur Internet. Donc si on vous comprend bien, là pour l'instant on n'a aucun climat. Moi je ne sais pas pour qui voter, mais c'est clair que là, avec ce que j'ai vu ce soir, vous ne nous apportez pas de solution, vous démontez. Alors les agriculteurs, on n'en parle pas, les artisans, les commerçants, on n'en parle pas. Vous démontez tout et vous nous racontez, on peut aller sur Internet, si on veut parler, on se met au courant. Sauf que si on a fait cette réunion, c'est pour avoir affaire avec vous. Parce que le seul truc qu'on a eu dans les Gilets jaunes, c'est la fraternité et c'est pouvoir rencontrer les gens. Quelle est votre question comme ça, mais franchement, je suis vraiment déçue. Non, quelle est votre question? C'est vos solutions concrètes. Quel futur pour l'agriculture? Parce que là, vous cassez l'agriculture, vous cassez les lobbies, vous cassez tout. Je vais vous répondre, madame, votre gueule, on va l'entendre, je vais vous répondre. Les subventions. Concrètement, tout à l'heure, je vous ai dit que nous étions prêts, nous, à mettre une taxe au kilomètre pour favoriser l'agriculture locale. On va effectivement aller chercher les 100 milliards de fraude fiscale pour subventionner le passage au bio et que, comme les rendements... Et comme les rendements vont diminuer, effectivement, permettre aux agriculteurs de pouvoir vivre le temps que tout ça se mette en route. Il y a effectivement, je vous invite vraiment à lire notre programme parce que c'est difficile là de dérouler toutes les propositions qui sont faites par la France Insoumise. Mais dans notre transition écologique, on va effectivement parler de la règle verte. On ne prend pas plus à la planète que ce qu'elle est capable de reproduire. On parlait tout à l'heure de 12 ans pour s'en sortir. On est obligé de se mettre tous ensemble à réfléchir. On a des propositions, on suppose qu'elles sont bonnes, elles sont amendables, mais quelque part, si on veut développer le bio et les circuits courts, c'est bien pour que nos producteurs locaux puissent vivre de leur travail. Donc on a des propositions. Dans le cadre des traités actuels, on ne peut pas les mettre en œuvre. Quand je parlais de cohérence en début d'intervention tout à l'heure, elle est là la cohérence. C'est-à-dire que si on prend le projet dans sa globalité, on va comprendre le sens. Alors, peut-être que je n'ai pas été assez bon pour vous l'expliquer, mais quelque part, on doit se mettre en tête de sauver l'écosystème pour sauver l'humanité. Et pour cela, oui madame, il faut manger moins de viande. Oui, il faut produire bio. Oui, il faut respecter, je ne sais pas, les moustiques
que vous n'avez plus sur votre pare-brise, hein, tous les insectes que vous n'avez plus sur votre pare-brise, c'est quand même des oiseaux qui meurent, c'est tout un écosystème qui est en train de crever. Donc quelque part, il faut prendre le projet dans sa globalité, et bon, moi je le défends évidemment, hein, je défends ce projet-là. Il me semble que si vous cherchez une cohérence, il est à votre disposition, et lisez-le, posez-vous des questions, il n'y a pas de souci, on essaiera de vous répondre. On est au courant de la souffrance des agriculteurs, on n'est pas contre eux. On doit effectivement les aider à passer ce cap du changement de mode de production, pour que effectivement ils vivent avec nous comme il faut, qu'ils nourrissent la population aux alentours et qu'ils ne s'empoisonnent pas avec tout un tas de produits. Mais il faut qu'on leur donne des solutions et on les propose. Les paysans, ils ne veulent pas vivre comme des prix. Ils veulent vivre de leur travail, pas avec des prix. On est d'accord, ils veulent vivre de leur travail. Exactement. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui veulent se reconvertir. En fait, le bio coûte très cher. Oui. Tout simplement, c'est pas une question de rendement. C'est parce qu'il n'est pas subventionné. La Bavière, bien sûr, c'est autre chose, la Bavière a réussi. Nous, le bio, c'est 4%, ça ne représente que même pas 4% de l'agriculture totale. C'est-à-dire qu'on importe tout, quasiment tout. La Bavière a reconverti une partie de son agriculture, 30% dans le bio. Les lobbies chimiques nous ont fait croire que c'était indispensable. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que les instances européennes, il n'y a pas que les instances politiques qui peuvent changer le monde. C'est vous. C'est-à-dire que vous, en faisant de l'écologie, en vous souciant de votre santé, eh bien vous faites de l'écologie. Et c'est parce qu'il y a une demande du public que justement derrière, ça commence à suivre. La permaculture est en train de se développer. Vous avez... Mais bien sûr, vous avez... Par exemple... On vient de diriger les subventions en relocalisant et soutenir les agriculteurs locaux. On ne veut plus que les subventions aillent pour Écoutez-moi, madame. Écoutez-moi, madame. Moi, je suis retraité agricole. J'ai moins de 700 € par mois. Est-ce que je peux me nourrir de bio? Dites-moi. Mais je suis en train de dire, monsieur. Quand je passe devant un étalage de viande, elle est trop chère, je n'achète pas. Du poisson, elle est trop chère, je ne peux pas me le payer. Alors, je mange quoi des racines de quoi, non? D'Afrique tabaca. Tout ce qui me reste. Comme l'après-guerre. Mais non, mais peut-être. La demande est supérieure à l'offre. Arrêtez la bio, c'est une grosse arnaque le bio. Le bio il vient d'Allemagne, il n'est pas bio, eux ils ont juste nos droits d'être bio. Je suis d'accord, ça ne représente que 4% en France. Et c'est pour ça que les agriculteurs qui se sont convertis il y a 3 ans, on leur a dit faites du bio. On va vous subventionner. Ils ont fait du bio, ils attendent les subventions. Mais nous, justement, on veut orienter les subventions vers l'agriculture, vers le bio, vers la permaculture. Le XXe siècle, on le sait tous maintenant. Et qui est-ce qui exerce un pouvoir? Ce sont les médias. Grâce à Cache Investigation, grâce à tous ces reportages le jeudi, envoyé spécial, les gens sont au courant. Moi, je crois vraiment, on parlait d'intelligence collective, l'intelligence des citoyens, c'est eux qui exercent un contre-pouvoir. Donc, effectivement, les subventions, il faut soutenir les petits, le local, les circuits courts, et ça commence. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce mouvement qui est en train de germer depuis quelques années. Arrêtez de dire que tout vient de nous. Moi, j'ai fait tous les débats avec nos maires, nos députés, je les ai tous faits. Hein. Écologie, citoyenneté, je les ai tous faits. Donc, je pense que là-dessus, j'ai suivi. Eh bien, tout part de nous, c'est nous. Alors, le problème, c'est les bas, c'est le bas. Eh bien, c'est nous qui faisons les lots, qui faisons le plastique autour des cours, c'est tout. Une intelligence collective, c'est grâce à... Alors, arrêtez, c'est nous, vous venez nous voir. Pourquoi? Parce qu'on est venu vers vous, vous venez jamais vers nous. Écoutez, madame, je suis comme vous, je suis citoyenne, je suis bénévole. Je suis pas non plus, je ne paye pas l'ISF, je suis comme vous, j'essaie de débattre et on essaie de trouver des solutions. Donc on est des gens engagés, on essaie de trouver des solutions. Le XXe siècle a été chimique, le XXIe sera biologique. Vous avez tout un tas de bonnes volontés qui sont en train d'émerger, des familles qui font la permaculture, et ça commence à émerger même au niveau des instances politiques. Mais c'est vrai que le référendum d'initiative citoyenne, c'est une très bonne solution, parce que, voilà, on croit que les hommes politiques qui sont pas en mission, les OGM, ils ne connaissent rien, mais le Monsanto 810, il y a eu un moratoire sur le Monsanto 810. Vous parlez des lanceurs d'alerte. C'est grâce à toutes les bonnes volontés. Je dis, les agriculteurs sont bio, les citoyens,
Les lanceurs d'alerte, c'est une intelligence collective. Donc mais maintenant, on est en train de chercher des solutions par exemple, collectives. alors il faut trouver une solution. Vous dites qu'il faut être contre Monsanto, mais vous trouvez une solution. Faut pas dire qu'il faut être contre Monsanto. Madame, c'est comme la solution. Quand je vais dans un rayon et je vois qu'il y a du commerce équitable, mais le commerce équitable c'est pour le cacao, c'est pour le café, etc. Il n'y a pas de commerce équitable pour les agriculteurs français. Quand on est aussi devant un étalage, on vote tous avec notre carte de crédit ou nos petits billets ou nos petites pièces au fond des poches. C'est-à-dire qu'on fait des choix devant le rayon. Et effectivement, de temps en temps, même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut tout simplement pas acheter le produit. Voilà, parce qu'on est trop pauvre, c'est pas la peine de... Et ce qui est fondamental, c'est de comprendre que le caddie vide devant nous, et quand vous allez dans les hypermarchés, moi c'est toujours quelque chose qui me choque, je vois des personnes qui n'achètent pas, elles sont en train de compter. Vous voyez, ça c'est choquant, humainement parlant. On voit bien qu'il y a les gamins à côté, qu'il y a une pauvreté, une précarité qui est extrêmement choquante. Maintenant, pour arriver à simplement faire en sorte... J'entends pas parce que je ne peux pas vous répondre. Donc simplement pour pouvoir faire en sorte d'améliorer le niveau de vie, que ce soit au niveau de l'agriculteur ou des artisans, etc., ça veut dire aussi être en compétition avec des entreprises ou des producteurs qui ont les mêmes, disons, critères de production que vous. Ça veut dire effectivement les critères environnementaux, ça veut dire des critères en matière de salaire et de charges, ça veut dire des critères aussi en matière de quelle devise et de droit qui s'appliquent. C'est pour ça qu'en fait on peut redessiner le monde comme on veut, on peut faire des plans sur la comète. Au bout d'un moment, le problème se pose, c'est est-ce qu'on est maître chez nous, oui ou non. Voilà. Et c'est ça notre problème aujourd'hui qui se pose d'une façon réelle. Moi je connais bien la Nouvelle-Zélande, ma petite fille est née en Nouvelle-Zélande, je connais bien les États-Unis parce que j'ai effectivement mon fils qui y est encore. Je connais bien la Chine pour y avoir travaillé, et je ne dis même pas le niveau de pollution dans lequel on est. Je connais bien le Japon parce qu'effectivement, quand vous allez au marché de Tokyo et vous regardez des poissons qui sont pêchés en eau profonde, des espèces qu'on n'imagine même pas par leur forme, c'est qu'on a tout à fait le sentiment d'être des pillards, d'être des destructeurs, etc. Mais derrière ça, il y a un prix. Les gens, ils achètent ou ils n'achètent pas. Quand vous avez un thon rouge sur le marché de Tokyo qui a 300 000 balles, 500 000 balles, bien sûr que les gens qui ont des problèmes financiers dans les entreprises, ils vont aller exterminer vos thons rouges jusqu'au dernier, comme on a exterminé les esturgeons dans les rivières de l'Europe centrale. Donc, si vous maintenez les frontières ouvertes en matière législative et financière, vous ne pouvez pas arriver à produire dans des conditions tout simplement correctes, normales et compétitives. Nous, on prône effectivement le localisme parce qu'on pense que c'est important que les gens qui produisent localement vendent localement. C'est un intérêt économique, c'est un intérêt écologique. Maintenant, dans une maison qui a toutes les portes et les fenêtres ouvertes, ça ne marche pas, tout simplement. Ben, moi, si vous voulez, madame, je comprends votre colère parce que je la vis, votre colère, parce que je suis qu'un simple ouvrier, je n'ai pas fait de grandes études, je n'exprime pas forcément comme les grands politiques, mais loin de là. Mais moi, je comprends ce que les gens vivent. Ma grand-mère, elle a 700 € de retraite. Elle travaillé à la ferme avec mon grand-père et elle travaillé à côté en usine. 700 €. Vous voulez qu'elle vive comment? Moi, j'ai un salaire qui est au niveau du SMIC. J'ai eu des problèmes de santé une période. J'ai touché 50% de mon salaire. Et je devais payer mon crédit maison. J'ai été pris à la gorge. Et le 17 novembre, je ne vous le cache pas, j'étais sur les ronds-points. Parce que j'en pouvais plus, réellement. Et je ne me suis pas engagé en politique pour faire joli. C'est parce que ce discours que je vous tiens devant vous, je l'ai tenu devant des ténors de mon parti. Parce que les gens souffrent, il faut parler déjà avec les gens, les yeux dans les yeux. Il faut ramener les priorités. C'est bien de dire, c'est pas beau de dire, il faut du bio, il faut ceci, c'est la faute de cela. Mais il faut parler avec les gens. Il faut savoir ce qu'ils vivent. Si les gens n'achètent pas des produits bio, c'est parce qu'ils ne peuvent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas. Donc aujourd'hui, pour la politique agricole, nous proposons de la revoir de A à Z. Parce que nous ne pouvons plus rester comme ça. Parce qu'il faut que la politique agricole soit partout pareille. Il faut que la viande française soit au même prix que la viande qui vient des pays de l'Est. Parce que si les gens veulent acheter des produits courts, il faut que le prix soit au même prix que des produits qui viennent d'ailleurs. À côté de chez moi, j'habite dans la Vienne. Il y avait une ferme-usine qui voulait se monter. C'était un industriel qui fait des produits, des aliments pour les animaux. Il voulait mettre 100 000 taurillons dans une ferme, créer 2 emplois. Il voulait ramener les taurillons de Roumanie, qui allaient être abattus en Italie,
qui est revenu en France pour être haché et revendu en Italie. Alors d'une, ça ne fait pas marcher nos petits agriculteurs, ça ne fait pas marcher. Comment? Et c'est déjà le cas, mais nous, si on se bat pour que ça s'arrête, ce genre de choses en France, si on dit c'est déjà le cas, laissons faire. Mais non, il faut combattre ce genre d'industrie. Parce qu'un agriculteur, ce n'est pas une industrie. Parce que la personne qui est agriculteur, c'est de père en fils, de grand-père. C'est comme ça, parce qu'ils aiment leur métier. Et s'ils sont passés aux pesticides, c'est parce qu'on leur a vendu des choses qui étaient bien meilleures. Ok, le rendement était meilleur. Sauf que le taux est descendu, donc ils ont gagné moins d'argent, et ils se sont tués la santé à côté. Donc au bout d'un moment, il faut tout remettre dans le sens, repartir de la base. C'est comme pour tout, la base, c'était l'agriculture d'autrefois, c'était pénible. Mais il y a d'autres manières de faire l'agriculture. Donc il y a toujours des moyens. Je crois qu'on touche au cœur du problème. Quand effectivement on propose de faire une taxe au kilomètre, vous comprenez que ce qu'il a raconté, mon collègue là, ça coûtera tellement cher pour ces produits qui se baladent partout et qui font des milliers de kilomètres que ça va cesser. Après, moi je suis désolé, vous parliez effectivement de votre collègue qui se bat contre Monsanto. Il faut qu'on vous aide à vous sortir de là et que vous viviez de votre travail. On ne peut pas continuer d'une part à flinguer la santé des agriculteurs et d'autre part à flinguer notre planète. C'est pas de votre faute, et non, c'est pas de votre faute, parce qu'à une époque, on vous a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah oui, on vous a dit, c'est comme ça, et vous l'avez fait. Et de bonne foi, on savait pas. Quand on sait pas, c'est pas grave. C'est quand on sait qu'on ne fait rien que c'est grave. Et il faut qu'on trouve une solution. Nous, on propose une taxe au kilomètre, on propose de faire cette transition écologique, c'est-à-dire effectivement, on ne subventionne plus les très très grandes exploitations qui pompent toutes les subventions, et tout doucement, on essaye effectivement d'aider tous les gens qui veulent passer à une production locale et bio, on essaye de les aider à se sortir de cet enfer et de ce cercle infernal qui est le glyphosate et tout le reste. Bon, j'ai une question à poser depuis un moment là. On est réunis ce soir pour parler d'élections européennes. Il me semble. Non mais attendez, laissez-moi finir. Je veux juste expliquer quelque chose. On nous dit, et j'entends depuis quelques semaines, il faut voter contre Macron. Très bien, ça je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas ça la politique. Voter contre Macron. Macron, c'est pas lui qui représente l'Europe. On a quand même une minorité, parce que bon, il représente soi-disant, d'après les médias, 25% des gens qui vont aller voter. Mais on est en train de faire en ce moment un bien fou au Rassemblement national. Exact. Elle n'a rien à foutre, elle. Elle laisse parler, et puis elle encaisse tout, et elle dit, hop, c'est la bagarre entre Macron et moi, parce qu'il faut tous voter contre Macron. Regardez le temps. Laissez-moi finir. Je ne vais pas couper la parole, laissez-moi finir. Je vous prie, on vient pour parler d'Europe. Vous avez dit tout à l'heure, si vous voulez que je vous prenne au mot, vous avez dit les gilets jaunes, on a le CIC, les gilets jaunes, on a... Mais parce que vous avez pompé sur ce qu'ils demandaient. Vous avez profité de ça pour essayer de récupérer quoi? Des électeurs. Mais ne me racontez pas, ça fait pas 6 mois que vous aviez fait ce programme. C'est le programme des présidentielles, arrêtez de raconter n'importe quoi non plus. Exactement, vous aviez qu'à voter. Les syndicats, quand les syndicats ont appelé à voter pour Macron, mais c'est eux qui défilent, vous n'avez pas honte? Moi j'ai honte pour eux. Voilà. Ça c'est le rôle de la présidentielle, c'est ça qu'il faut regarder. Je vous prie de m'écouter. Laissez-le s'exprimer. Je vous prie de m'écouter. Jusqu'à maintenant, je n'ai interrompu personne. Vous avez profité de ces gens qui étaient sur des ronds-points, qui ont essayé de faire quelque chose pour piquer ce qu'ils avaient dit. Vous avez pompé tout ce qu'ils avaient dit en disant ça nous attirera des électeurs. C'est tout. Et ça, je le trouve inadmissible. Et après, quand je vous entends parler entre Macron et vous, il n'y a rien qui vous sépare. Vous vous rassemblez exactement pareil. Vous êtes de l'extrême droite et il est de droite. Il n'est jamais été de gauche et il ne le sera jamais. Alors, arrêtez de nous raconter des bobards et laissons
aux Français la décision, et s'ils veulent voter, comme vous dites, contre Macron, il y a plein de listes plutôt que la vôtre. C'est très bien. Merci. Vous avez le droit de voter pour qui vous souhaitez, c'est très bien. Vous votez, ça convient bien. Maintenant, il y a la réalité des faits. Vous pouvez mettre n'importe quelle littérature, c'est le programme de la présidentielle, il y a un certain nombre de clauses qui sont à l'intérieur. Je vous engage simplement par honnêteté intellectuelle de le lire, tout simplement. Et vous verrez qu'effectivement, c'est bien avant le mouvement des Gilets jaunes, que je respecte parfaitement, d'abord parce qu'on y a effectivement de nombreux adhérents, il y a des sympathisants, et je trouve tout à fait normal que ce mouvement trouve ses marques. Voilà. Maintenant, vous vous trompez d'objectif et vous vous trompez de cible. Ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Quand j'ai moi des syndicats ou d'autres mouvements qui ont appelé à voter Macron, qui sont aujourd'hui en train de pleurnicher dans la rue, mais ils nous font rigoler. Voilà, c'est tout. Ils sont malhonnêtes, c'est des flux, et ils ont qu'à effectivement assumer leur vote. Moi, j'assume mon vote, j'ai voté Marine Le Pen et j'en suis fier. Monsieur, moi je vais vous poser une question. Là. Marine Le Pen, pendant la présidentielle, parce que vous n'arrêtez pas de parler du programme de la présidentielle, elle était pour sortir de l'euro et pour sortir de l'Europe. Aujourd'hui, non, mais je vais finir. Aujourd'hui, Marine Le Pen, et je vous rejoins monsieur, elle est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'elle ne parle plus de sortir de l'Europe, elle ne parle plus de sortir de l'euro. Tout ça pour de la tambouille électorale. Où est votre programme? Quel est votre programme des Européennes? Arrêtez de me parler des présidentielles, puisqu'elle est en contradiction. Il y avait un article dans Le Monde qui a dit gentiment que toutes les positions des électeurs, des députés européens allaient à l'encontre de ce que défend Marine Le Pen aujourd'hui. Donc je veux dire par là, le double discours, ça suffit quoi. Ça suffit. Vous poussez les gens à ne pas aller voter à cause de votre double discours. Je peux vous répondre? Oui. Bon, alors il ne nous a pas échappé quand même qu'il y a eu une évolution, c'est-à-dire que le premier niveau de stratégie, c'était à l'époque effectivement des présidentielles, on ne pouvait pas, il n'y avait pas de mouvements qui étaient des mouvements qui avaient le même type d'analyse que nous, à l'intérieur de la structure européenne, et en particulier au Parlement européen. C'est quelque chose qui a évolué, on a vu les choses évoluer dans un certain nombre de pays européens, et il y a des mouvements qui aujourd'hui sont capables de s'allier à nous et de voter avec nous pour basculer l'institution. Parce que notre objectif premier, même si ça vous amuse beaucoup, notre objectif premier, c'est quand même d'arriver à faire en sorte que la Commission européenne disparaisse, non pas qu'elle soit aménageable, mais qu'elle disparaisse. Effectivement, les traités doivent être mis de côté, on doit rediscuter des accords entre les... C'est pas dans notre programme actuel. Maintenant, si vous me laissez finir, maintenant, l'autre problème qui concerne effectivement la position sur l'euro, je veux bien discuter avec n'importe lequel d'entre vous sur l'importance de la monnaie. D'ailleurs, j'ai commencé tout à l'heure à évoquer l'importance de la monnaie comme étant un élément stabilisateur de l'économie. En l'occurrence, l'euro, vous avez une majorité des Français aujourd'hui qui n'ont pas compris le principe de la monnaie, qui l'utilisent et qui sont manifestement victimes des médias. Hors de l'euro, on meurt. L'exemple premier, et là aussi je vous engage à faire des petites recherches par honnêteté intellectuelle, vous regardez le cas de l'Islande, qui était au seuil de rentrée dans l'euro, et qui, heureusement pour lui, n'est pas rentré dans l'euro. Et vous regardez pourquoi et par quel mécanisme ils ont réussi à sortir de la crise et du chômage. Et vous verrez qu'ils ont mis leur banquier en prison, vous verrez qu'effectivement, ils ont baissé la valeur de leur monnaie pour pouvoir rééquilibrer leurs exportations. Voilà, tout simplement. Ce sont des mécanismes simples. Alors après, on peut continuer à cracher, ça m'amuse toujours au bout d'un moment parce que ça devient tellement ridicule et caricatural. On crache expansi, ultra machin, etc. Bientôt on est intergalactique. Derrière, ça profite à qui? Ça profite à des gens comme Macron qui sont des parasites et qui vous parasitent au quotidien. Monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. En ce qui concerne le fait de tirer la couverture à soi, bon, la France insoumise aujourd'hui, bon, ils essayent de tirer leur truc, qui tirent leur truc, moi ça ne me gêne pas du tout, tant qu'effectivement les gens votent et tout ça, pourquoi ils votent. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi, vous direz directement votre programme, et vous direz directement. Vous êtes en retard de 2 ans, monsieur, vous nous parlez de la sortie de l'euro, vous critiquez l'euro, et votre numéro 1, elle n'est plus pour sortir de l'euro. Donc vous me racontez votre avis. Vous ne m'écoutez pas avec attention. Si, je vous écoute avec attention. La devise. Quand vous avez parlé du Luxembourg, parlé de je sais pas quoi, vous n'avez pas parlé en euros, vous avez parlé en francs. Vous avez dit ça coûte 2000 francs, ça coûte... Non, j'ai dit 2000 balles parce que... 2000 balles, pour moi, c'est pas des euros. Il y a 5 ans,
la campagne du Front National, qui s'appelait Front National à l'époque, c'était nous avons quitté l'Europe et quittons l'euro. C'était il y a 5 ans. Ils sont rentrés majoritaires au Parlement européen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au Parlement européen? Ils n'ont jamais siégé. Ils ont été les rois de l'emploi fictif. Donc ils sont enrichis sur une Europe qu'ils ne voulaient pas à l'époque. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre des gens pour des idiots. Pour résumer un petit peu tout ce qui est par rapport aux citoyens qui sont présents, en fin de compte, ce qu'on demande, et ce qu'ils demandent, si j'ai bien compris, parce que j'ai essayé d'écouter attentivement, c'est que le problème, c'est qu'on a des orientations, d'accord? On a une ligne politique. Par contre, il n'y a pas de projet concret, il n'y a pas de solution. Il y a très peu de solutions. Moi, par exemple, en tant que citoyen, je prends ma voiture, on va me dire, le pétrole va encore augmenter, le baril de Brent va encore augmenter. Je me dis demain, comment je fais pour aller au travail? Nous, gilets jaunes ou citoyens, on se dit, pourquoi pas remettre la TICPE flottante, d'accord? Peut-être qu'on pourrait aussi le lisser sur l'année. L'Europe, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut rien faire à ce niveau-là. Elle ne peut rien faire. On a une politique sociale, fiscale, qui est complètement déréglementée dans l'Europe. Donc, on ne se mettra jamais d'accord. Ok? Qu'on soit de droite, de gauche, de centre, on ne pourra jamais se mettre d'accord. Pourquoi? Parce que chaque État va défendre ses intérêts. Et non pas l'intérêt des citoyens, mais l'intérêt de partis partisans. Donc, je pense que dans la majorité des gens qui sont là, ce qu'ils réclament, eux, c'est juste une politique citoyenne, qu'on s'intéresse aux citoyens, pas à des partis partisans. Donc, je pense que si demain, moi je vous dis à tous, dites-moi un projet de loi qui va faire que demain, une famille qui ne peut pas finir les fins de mois, va finir ses fins de mois. Juste ça. Dites-moi un projet concret. Je vais vous répondre. Alors, on passe de la politique européenne à la politique française, on est bien d'accord? Donc, pour vous répondre, c'est les propositions sur la fiscalité. On propose effectivement que l'impôt soit plus juste. 14 tranches, je dirais, plutôt que 5, avec effectivement la dernière tranche à 90%. Donc, lutter contre l'évasion fiscale et en fait permettre effectivement la baisse de la TVA que tout le monde paye. Donc ça, c'est concret. C'est-à-dire qu'on considère, nous, à la France Insoumise, que même quelqu'un qui gagnerait 1 000 €, symboliquement, on va lui faire payer 10 € d'impôt sur le revenu, parce qu'on considère que c'est l'impôt le plus juste. Ensuite, on va se débrouiller. Alors, je ne connais pas le mécanisme. Est-ce que ce sera la TICPE flottante? Est-ce que ce sera moins de taxes? Mais en tout cas, moins de taxes, c'est sûr. Une TVA plus basse. Une TVA à 0%, on désobéit au traité sur les produits de première nécessité. C'est ça qui va vous permettre de finir les fins de mois. On a un programme. Il a été défendu par Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne voulais pas en parler ce soir parce qu'on parlait d'Europe. Maintenant, concrètement, le député européen, là-dessus, ne pourra rien faire. On est bien d'accord. Mais si vous voulez des propositions concrètes pour améliorer le quotidien des gens, on est pour la hausse du SMIC, d'autres non, etc., etc. Moi, je peux dérouler, mais voilà, on parle d'autre chose. Donc, je voulais juste rajouter un petit quelque chose. Et là, je parle en nom propre, je ne parle pas en tant que citoyen. Donc, comment on va aller dire, nous, la coordination avait fait ce petit meeting justement pour inciter les gens à aller voter aux européennes. Nous, le seul intérêt par rapport à tout ce qui est dit, d'aller voter aux européennes, c'est quoi? C'est mettre une raclée à Macron, tout simplement. C'est d'aller mettre une raclée à Macron. C'est-à-dire que inciter les gens à dire « Allez voter, vous vous en foutez, même si ça ne sert à rien, allez voter pour n'importe quel parti. Celui qui vous plaît, attendez, celui qui vous plaît, celui-là qui fait sens pour vous, celui qui est plus proche de votre sensibilité, pour enlever des sièges à Macron, parce qu'on sait très bien que l'Europe, telle qu'elle a été construite dès le départ, ne sert à rien. Elle ne sert à rien, à absolument rien. Et non, faut arrêter. C'est vrai. Ah oui, ça pour opprimer, elle sert à opprimer, ça c'est sûr. Mais fondamentalement, on aura toujours dans une Europe des technocrates qui pondront des lois
suivis par des lobbyistes qui amèneront toujours sur vous, peut-être, que vous serez élu, peut-être pas élu, voilà, bref, vous aurez quoi, en fin de compte, dans l'hémicycle? Bon, tu votes ou tu votes pas? Ouais, bon, voilà, je vote, ok, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi? Oui, je vote, tout. Ah, puis lui, il est un petit peu résistant. Eh bien, attends, on va s'arranger, on va faire un petit compromis. Allez, vote pour oui, et puis nous, on essaiera de voter pour toi. Voilà. Donc, c'est du copinage, c'est tout ça. Mais les gens, ils en ont marre de ça. Ils en ont marre. C'est pour ça que plus personne ne va voter. Ils en ont marre. Donc, les gens que vous représentez, vous, en tant que citoyens avant tout, vous représentez des partis, faites en sorte de faire remonter un message. C'est qu'on ne veut plus de ça. On ne veut plus de parti. On en a. Franchement, on ne veut plus de parti. On veut un autre système. On veut un système. Oui, je parle en mon nom, je l'ai précisé. D'accord? Je parle en mon nom, je l'ai bien précisé. Hein. D'accord? Voilà, c'est ça le message. C'est ça le message. Maintenant, les revendications de ceux qui sont dans la rue depuis le 17 novembre, tout le monde les connaît. Hein. Même Macron, hein. Il a fait quoi? Rien. Ok, on est d'accord et effectivement. Oui. Bon, je veux pas me prendre un peu la parole parce que moi, je constate une chose. J'ai 34 listes encore pour voter pour l'Europe. Et bien, moi je dis, messieurs, je ne sais pas pour qui voter. Voilà, tout simplement. Oui, ce que je voulais dire simplement pour parler du réservoir, puisque là c'est effectivement un problème, je parlais tout à l'heure de l'Europe, ce qu'elle peut faire, c'est des économies d'échelle. C'est-à-dire si nous sommes ensemble, nous pouvons acheter l'énergie, le pétrole en particulier, puisque c'est ce qu'on fait ça dans le réservoir, groupé. Et c'est là où on peut faire pression sur les producteurs de pétrole et de façon à avoir des prix plus bas. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est ensemble que l'on peut être plus fort. Et que cette Europe, bon, c'est dommage que vous ne voyez pas ce qu'elle a déjà apporté, mais elle a déjà beaucoup apporté. Notamment, bon, le Parlement européen, puisqu'il est bien question de ça, il a permis d'éviter la baisse des fonds pour les Erasmus. Erasmus, c'est quoi? C'est ce programme qui permet aux jeunes d'aller faire à l'étranger, ce qui est important. Et il faut savoir que la Commission, enfin les chefs d'État via la Commission voulaient baisser ces dotations, le Parlement a résisté, de même l'aide aux plus démunis, que l'on fait quelque chose. Il faut savoir qu'un repas, c'est pas la solution, je sais qu'on n'est pas là pour se satisfaire de l'existence des restos du cœur, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, un repas sur 4 est payé par l'Europe. Donc voilà, encore des faits concrets que le Parlement européen a réussi à sauvegarder et à poursuivre. Juste une petite chose, ça ne vous dérange pas? Monsieur voulait parler du programme, je vais vous en dire deux mots, très rapide. L'UPR est pour le référendum d'initiative, alors lui il l'a appelé populaire, parce qu'on l'a depuis 2007 et on n'a pas changé depuis cette date-là. On est également pour le casier judiciaire vierge pour tous les élus, d'ailleurs tous ceux qui sont sur la liste. Nos listes ont un casier judiciaire vierge, interdiction de cumul de mandat, obligation de siéger au Parlement. Toutes les personnes qui seront élues sur la liste auront l'obligation de se rendre au Parlement. Et l'intégralité ou presque, enfin, le maximum autorisé par la loi sera reversé aux partis politiques et ne bénéficiera pas aux individus. Ensuite, vous disiez que l'Europe fait des économies d'échelle. C'est faux, c'est totalement faux. L'Europe, il y a 100 milliards de fraude fiscale. Et l'article 68 du TFUE, qui empêche de contrôler les mouvements de capitaux, permet de l'évasion fiscale de plus de 200 milliards d'euros. C'est phénoménal. Et en plus, monsieur parlait tout à l'heure de la solidarité européenne. Cet article, il faut juste l'écouter jusqu'à la fin. Il est interdit d'empêcher la libre circulation des capitaux au sein des pays de l'Europe et des pays tiers. Donc si jamais en Europe tout le monde est au SMIC de 2000 €, admettons, rien n'empêche une entreprise de délocaliser et d'aller construire là où c'est pas cher, pour vendre là où ça se vend bien, et d'aller se domicilier fiscalement là où ça rapporte. Voilà. L'Europe a apporté la paix. Ne jamais oublier que l'Europe a apporté la paix. On était en guerre permanente et elle a apporté la paix. Deuxièmement, je ne suis pas d'accord pour payer toujours le moins cher. C'est ce qui a détruit nos salariés, notre industrie. Toujours le moins cher, du moins cher, du moins cher, ça suffit. Je ne veux pas d'économie d'échelle sur le pétrole, on veut sortir du pétrole.
Oui, non, mais en attendant. Non, mais en attendant, non. Quand est-ce qu'on prend la décision de sortir du nucléaire? Nous, c'est maintenant. Quand est-ce qu'on prend la décision de faire la conversion écologique? Nous, c'est maintenant. Il faut arrêter de courir toujours avec le pétrole et cette Europe qui essaie de compromis en compromis et qui perd du temps. Il nous reste 12 ans. On fait quoi? Alors, je crois qu'il ne faut pas en rêver. Il y a un aspect fondamental qui est l'incapacité de porter un message à travers la structure européenne. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble est tellement vaste qu'en fait la voix de la France qui est diluée. Et elle est non seulement diluée, mais elle est fractionnée. La solution, c'est qu'on ait un Parlement français qui soit à la proportionnelle intégrale, c'est-à-dire tous les mouvements, moi je répète que de l'ensemble des mouvements et petits groupes qui ont des idées particulières, ils doivent être représentés à l'Assemblée. Si on a effectivement, c'est ce qu'on propose, une réduction à 500 parlementaires, si vous avez un 500e, vous avez effectivement un parlementaire. Si vous avez 10%, vous en avez 50, etc. Et c'est ça la bonne représentation aujourd'hui. Il y a une rupture entre ce qui est les lois qui nous sont imposées, soit par Bruxelles, soit par notre Parlement national, par rapport à la volonté du peuple. Et c'est cette manque de continuité qui nous pose un problème. C'est tout à l'heure le déficit démocratique que j'évoquais. On est pour arrêter tout ça. Il faut le constituant, il faut donner le pouvoir au peuple. Il faut arrêter de penser qu'effectivement, qu'on est déproportionnel. Or, certes, alors où je peux vous rejoindre, c'est qu'actuellement, les gens de la majorité, ils ne nous représentent pas. Vous avez raison. Mais quand même, faisons confiance au peuple. Créons un constituant et qu'il écrive les règles du jeu, qu'il écrive ce qu'il veut. C'est ça qu'on propose. Notre 6e République, c'est ça, c'est redonner le pouvoir au peuple. On ne doit pas, on doit arrêter de penser à sa place. On doit arrêter de prendre le pouvoir à sa place. Proportionnellement, on pourrait discuter de nouvelle constitution, mais le temps de parler d'une nouvelle constitution, je pense qu'on a aussi des urgences. Ces urgences-là, c'est de manger la fin du mois, des urgences effectivement économiques qui sont connues. Donc je pense à l'aménagement de la 5e République. Attendez, excusez-moi. Vous étiez contre alors que un référendum d'initiative citoyenne révocatoire, vous l'avez refusé. Il y avait constituant, vous l'avez refusé. Et vous nous dites aujourd'hui que vous êtes pour la 6e. Il faut arrêter de nous mentir. Toutes les gens qui sont là, on attend qu'ils nous disent la vérité. Donc on fasse nos choix. Je voudrais intervenir. Regardez votre dernière page du programme. Qu'est-ce qu'on en a à faire que vous vouliez construire un nouveau navire de guerre pour l'Europe? Pourquoi vous parlez de navire de guerre pour l'Europe? Regardez, je les lis moi les programmes, monsieur. Je voudrais intervenir parce que là, on vous a demandé de répondre à la question pour qui on peut voter. Donc là, on est hors sujet. Excusez-moi, ça fait déjà un petit moment qu'on est hors sujet et c'est dommage parce que tout ce qui a été exprimé là, c'est poignant, quoi. Moi, je ne vais pas raconter mon cas, mais moi aussi, j'aurais des choses à dire dans le domaine des besoins. Mais je ne suis pas là pour ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parte tous ensemble ce soir en ayant clarifié ces positions. Qu'est-ce que l'Europe peut faire? Qu'est-ce que les députés européens peuvent faire? Oui ou non? Parce qu'on n'a pas évoqué quelque chose de très important, c'est le fait que le pouvoir en Europe, il est réparti en 3 parties. Et ça, c'est important. On peut pas attendre des députés ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça a été dit. Mais il y a un jeu qui n'a pas été dit, c'est le jeu des États qui intervient dans le je ne sais plus comment ça s'appelle, l'instance, le Conseil européen, l'instance des États et des chefs de gouvernement. Et donc ça se joue, c'est du billard à 3 bandes en quelque sorte. Il faut bien avoir conscience de ça. C'est-à-dire que les États ont une part de responsabilité. On ne peut pas mettre tout sur le dos de l'Europe. Donc c'est vrai que l'Europe a une grande part de responsabilité, mais il y a quand même des choses positives. Donc c'est pour ça que moi, à titre personnel, je suis un européiste. Et sinon, je profite que j'ai le micro. Je voulais donner un point d'information de détail concernant l'acidification des océans. C'est la majeure partie, elle est due à l'absorption du CO2 dans la mer. Algues vertes, parce que ça demande le contraire de l'acidité. Voilà. C'est un détail, un scientifique aussi, au passage. Et donc, c'est pas de l'acidification dans le cas de l'Isécor, c'est basification, c'est-à-dire
Je vous disais donc, pour votre information, vous avez fait un lapsus, je pense, parce que vous parliez du fait que le lisier est la première cause responsable de l'acidification des océans. Non, c'est le CO2, il a raison, parce qu'on forme des hydrogénocarbonates, etc. Et le lisier de porc, par contre, lui, c'est le contraire, c'est basique. Et c'est pour ça que les algues vertes, comme dans les piscines d'ailleurs, quand ça verdit, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute de l'acide pour les tuer. Et donc en fait, les algues vertes, ça vient du fait que le lisier de porc, il amène des amines, et ces amines, ça rend le sol basique. Je vais répondre à monsieur, parce qu'il a raison sur un point. Les États ont une part de responsabilité dans l'échec de l'Europe. Parce qu'à chaque fois que leur politique, n'importe quel gouvernement, droite, gauche, n'importe, dès que leur politique n'est pas bonne nationalement, on se défaut sur l'Europe. On dit c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Europe. Pour ne pas assumer qu'ils font une mauvaise politique. Donc au bout d'un moment, ces politiques-là ont décrédibilisé l'Europe aux yeux des citoyens. Alors qu'il y a plusieurs avantages à l'Europe. Donc il faut remettre les choses dans son contexte et arrêter que ces politiques nous disent c'est la faute de l'Europe, parce que l'Europe fait des choses très bien pour chaque État. Alors juste une petite chose, il faut savoir qu'en fait les parlements, enfin pas les parlements, les États doivent déposer leur budget en octobre, je crois octobre-novembre, auprès de, alors je sais plus si c'est la commission ou le Parlement, et ensuite soit ils leur disent qu'ils sont d'accord, soit en fait ils font des recommandations, ce qu'on appelle les GOPÉ, les grandes orientations de politique économiques. Vous avez entendu parler que les barrages sont en train d'être privatisés, c'est dans les GOPÉ. La loi Macron 1 et Macron 2, c'était également dans les GOPÉ. C'est même l'article 221 du TFUE qui indique qu'il faut que les services publics soient mis en concurrence, donc de les privatiser. Des choses qui ont été payées avec vos deniers, avec nos deniers, eh bien on les donne à vil prix à des personnes qui vont pouvoir, faire de l'argent avec. Donc si l'État l'Europe a une grande responsabilité là-dedans, une très grande responsabilité là-dedans. Il se trouve, malheureusement, qu'en France, le gouvernement actuel accentue. Il fait pire. Voilà. Donc si malheureusement, ça a une grande importance. C'est pour ça que tout ce que dit, si vous voulez en fait de la démocratie, si vous voulez de la représentativité, parce que je pense que être représenté par un parlement n'est pas forcément une démocratie, c'est surtout ils représentent eux-mêmes et pas forcément la population. Donc il est important d'avoir, de retrouver en fait sa souveraineté. Et pour ça, le seul moyen, il n'y en a pas d'autre, il faut en fait se libérer du carcan juridique de l'Union européenne. Pardon. Entre le budget semestriel qui est imposé par l'Union européenne à ce qu'on fasse une remise de ce budget prévisionnel et qui est corrigé, et les GOPÉ qui ne s'imposent pas aux nations. Alors, les GOPÉ, tous les GOPÉ, on peut refuser les barrages, ça fait peut-être 10 ans que la Commission demande à ce qu'on les privatise. Et on peut dire non, c'est Macron qui dit oui. Racontez pas aux gens que c'est le contraire. Ça, les GOPÉ, ce sont effectivement ce qu'on a marqué recommandations. Oui, on est bien d'accord. Là, vous changez de... Non, je ne change pas. Vous n'avez pas dit recommandations tout à l'heure. On ne peut pas faire autrement. Les GOPÉ sont des recommandations et il y a six-pack et two-pack. À partir du moment où vous ne conformez pas sur ces recommandations, il y a des sanctions financières. Donc à partir du moment, lisez les traités, vous les verrez. Non, je ne confonds pas avec le budget semestriel. Vous verrez que les GOPÉ, si jamais vous ne les mettez pas en place, eh bien, vous avez des amendes. Et c'est vrai que certaines directives, là c'est au niveau des directives, si elles ne sont pas appliquées rapidement, et si on passe au-delà, là il y a aussi des amendes qui sont... Oui, allez-y. Je voulais simplement répondre que concurrence ne veut pas dire privatisation. En Italie, mais non, en Italie par exemple, les chemins de fer nationaux continuent d'exercer et il y a des compagnies privées sur les axes importants. Le seul exemple effectivement qui a été mal compris, mais ça c'est pas l'Europe, c'est en Grande-Bretagne où effectivement tous les chemins de fer par exemple ont été privatisés. Deuxième truc, simplement on parle d'Europe, on revient, et donc cette République européenne où il faudrait avoir, pour donner plus de démocratie, je rappelle, une République européenne qui reprendrait les peuples volontaires pour aller vers plus d'intégration. Ça voudrait dire, il y aurait quoi? Il y aurait une chambre des députés qui serait élue bien sûr par le peuple, il y aurait un Sénat qui serait avec des représentants de chaque État, puisqu'il n'est pas question de faire disparaître les États, et en fait il y aurait quelque chose de nouveau qui serait une agora qui représenterait les villes, les régions et les citoyens de partis tirés au sort, de façon à ce que tous ces trois chambres puissent exprimer la volonté des peuples européens. Vous nous racontez une fable.
Je suis désolé, vous nous racontez des femmes, il faut sortir Action. des traités, il faut sortir des traités. Mais non. Ce que vous racontez, c'est pas possible dans si, le traité. Si, non. Mais l'Union européenne continue d'exister, mais nous on fait la République européenne. Ah, à vous côté. désobéissez, vous Pas allez du dire tout. sous l'opposition. Pas du tout. C'est bien. Pas du tout. Pas du tout. Donc, quelque part, il faut arrêter de raconter des fables. Dans les traités actuels, ce que vous avez dit n'est pas possible. Donc, Eh ben, on revient à une proposition. On fera un traité séparé. Vous parlez, on revient à une proposition, effectivement, et on n'a pas répondu, on n'a toujours pas répondu à se battre avec ces traités et tout ça. On n'a pas répondu au problème des gilets jaunes, au problème des gens qui ont des femmes noires. On n'y a pas répondu. Si vous ne revoyez pas toute cette politique de justice fiscale et sociale interdite par les traités, c'est pour ça qu'on va désobéir, on ne peut pas leur donner à manger. Une dernière petite question, après on fera une petite synthèse vite fait. Oui. Non, c'est seulement, c'est pas une question, hein, c'est une affirmation. Je vais reprendre ce qu'avait dit tout à l'heure Flavien. Alors, la problématique actuelle, c'est quand même l'Europe. La problématique nationale, il est clair que ça, il faudra l'avoir. Il faudra se battre pour ça, pour les prochaines élections présidentielles, ça c'est clair et net. Alors, moi je suis de gauche, j'ai toujours été de gauche. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau européen, on vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a deux groupes majoritaires, on n'y peut rien, c'est comme ça. Hein, il y a 700 députés, il y a deux groupes majoritaires, c'est le PPE, donc c'est un parti de droite, et vous avez le PSE qui est un parti de gauche. Après, dedans, on peut y retravailler. Mais la seule problématique, c'est de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une... Mais oui, mais écoutez, est-ce qu'on veut une Europe de droite ou une Europe de gauche? C'est tout. Parce qu'après, mais si, mais bien sûr que si. Mais si, oh là là. Voilà. Non mais attendez, on revient sur les mêmes discussions. Mais non mais sur 40 ans. Mais non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. C'est la représentativité. Et oui, mais vous ferez comment? Ni en France, ni en Europe. Le jour où on y sera, peut-être qu'on y avancera. Mais si, mais il faut du... Mais pour être représenté... Non, il faut... Écoutez, mais il faut une majorité aussi pour réussir à faire quelque chose. Si vous n'avez pas de majorité, la majorité, moi je suis pas d'accord. La majorité... Ce n'est pas en haussant le ton, ce n'est pas en haussant le ton qu'on arrivera à s'entendre. Argumenter, mais crier ne donne pas raison. Ne touchez pas de micro. Je vous réponds à vous parce qu'il est vrai que les images gauche-droite, en soi, il est mort. Et c'est pas ce que Macron a voulu faire. Je pense parce que Macron a voulu tuer les partis pour arriver au pouvoir. Le but n'est pas de tuer les partis, c'est de faire rentrer les gens de la base, des gens comme vous, dans des partis pour changer les choses. C'est des gens comme vous qui devraient être au Parlement députés. Pourquoi au Parlement français, on va dire la République française, à l'Assemblée, il n'y a aucun ouvrier. Aucun ouvrier. Vous trouvez ça normal? La France a soumis les aides-soignants. Je parle dans les partis traditionnels. Je parle dans les partis traditionnels. Vous trouvez normal que même chez nous, même dans mon parti, il n'y a aucun ouvrier? Je peux vous le dire. J'ai fait un discours devant 700 représentants de mon parti. Je suis un ovni dans mon parti. Mais on repart comme ça, c'est en mettant des gens de la base qu'on va recréer les choses pour se faire entendre. Clairement, je le pense comme ça. On ne peut pas toujours être d'accord, mais je le pense comme ça. Juste, je pense pour préciser quand même, parce que ce que vous voulez dire, c'est Flavien, c'est très important. Regardez la composition, alors peut-être pas des 34 listes, mais au moins des 5-6 premières. Regardez la composition de la liste de la France insoumise. Ouvriers, agriculteurs, une aide-soignante qui a fait 117 jours de grève, elle est 5e sur notre liste. Regardez les compositions des listes et vous y trouverez peut-être la plus belle représentation de toute la population française. Le nucléaire n'est pas possible. Le nucléaire n'est pas possible parce qu'en fait il a été mis en... Ce qu'il faudrait vis-à-vis des nucléaires, enfin, on a mis en place le nucléaire parce qu'il y avait d'énormes investissements étatiques. À l'heure actuelle, du fait de la privatisation d'EDF et du fait du désengagement de l'État, il ne serait pas possible de mettre en place un énorme budget et investissement pour l'énergie verte et renouvelable. Donc, malheureusement, il faut retrouver sa souveraineté pour pouvoir mettre en place ce genre de choses, pour avoir des énergies alternatives. Et pourquoi sa souveraineté? Je vous arrête, excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils font en Allemagne en ce moment?
L'Allemagne, c'est celui qui produit le plus d'électricité avec du charbon. Non, justement, ils ont mis un plan en route. Si, non. L'Allemagne, au niveau du charbon, l'Allemagne a diminué sa production nucléaire, vous avez raison, ils importent de la production électrique française et ils ont des trucs au charbon. Ils ont fait un plan, il y a un plan qui est en route où ils vont investir des milliards dans la transition en amenant dans le ce qu'on appelle, comment vous expliquer, dans la diversité des énergies renouvelables, en utilisant l'éolien, en utilisant les panneaux solaires et d'autres techniques qui sont en cours d'étude, c'est l'Allemagne qui, en ce moment, investit le plus pour cette reconversion. Les Allemands ne veulent plus du charbon. Angela Merkel l'a dit récemment encore, ils ne veulent plus du charbon. C'est vrai qu'ils importent en ce moment parce qu'ils ont une baisse de production d'énergie, mais ils sont en train de mettre des plans en place. Et là, je rejoins un petit peu ce que disait René au niveau de la France Insoumise, où c'est maintenant qu'il faut agir en mettant des plans en place, et l'Allemagne est en train de le faire. Alors, c'est pas un problème de souveraineté, c'est juste une volonté politique de mettre des choses en place tout de suite et maintenant. Voilà. C'est plus un problème de souveraineté. Enfin, si, c'est un problème de souveraineté. L'Allemagne peut le faire parce qu'elle est en train de piller les autres pays en ayant des excédents commerciaux qui sont monumentaux, en détruisant la classe ouvrière. Ouais, oui, ils peuvent le faire. Mais bon, il y a le problème, c'est que, à l'heure actuelle, là, ce que j'ai compris, c'est que cette Europe telle qu'elle est faite n'intéresse personne. Il faut élire justement les députés qui ont la plus grande sensibilité par rapport au vivant, par rapport à l'humain, par rapport à l'environnement. Donc ça dépend de l'Europe, ça dépend des citoyens qui vont voter aussi. Il y a une conscience, je pense que les réseaux sociaux sont un formidable levier en termes d'information. On est en train de vivre une révolution de la conscience morale par rapport aux animaux, puisqu'on s'aperçoit que les animaux n'ont pas été les otages de nos croyances, des produits chimiques, des scientifiques qui inventent, des apprentis sorciers qui inventent toujours des produits chimiques nouveaux pour nous rendre la vie plus facile. Et donc on s'organise sur les réseaux sociaux et il faut voter par rapport à ce qui vous semble le plus pertinent. C'est ce que je pourrais dire. Merci. Bref aussi, il n'y a pas 36 alternatives. Soit on utilise les urnes, soit les fourches. Et là, il faut être clair, net et précis. Si on admet qu'effectivement on va aux urnes, on doit être à un moment donné, là pour l'instant, on se pose le problème des élections européennes. On est en lutte contre Macron. Macron, c'est pas nous qui l'avons porté au pouvoir, c'était un ministre du gouvernement de gauche de Hollande. C'est pas nous qui l'avons soutenu non plus dans sa campagne. Donc là, actuellement, le premier vote qui se présente à nous, c'est les européennes. Je pense qu'il ne faut pas avoir non plus des espoirs qui soient démesurés par rapport je dirais, aux capacités que peuvent nous offrir les institutions européennes pour pouvoir faire avancer un certain nombre de problèmes, y compris les problèmes liés à l'écologie. Donc pour nous, la question est extrêmement simple, c'est est-ce qu'on bascule, est-ce que après les élections européennes, est-ce qu'on a ramené la liste de Macron derrière nous ou est-ce qu'elle est devant nous? Et à partir de là, le problème il est extrêmement simple, c'est qu'en fait, c'est un problème extrêmement simple, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas ignorer que ça affaiblirait, que Le Pen vous plaise ou pas, ça affaiblirait profondément la position de Macron. Voilà. Si vous le mettez en tête, c'est votre problème, c'est pas le mien. Je pense qu'ici, ce soir, on a tous envie d'une Europe sociale, une vraie Europe sociale, pas pseudo-sociale, et une Europe écologique. Mais humaniste et féministe, c'est tout ce que vous voulez, qui est de gauche, mais vraiment de gauche. Et on se rejoint sur plusieurs listes là-dessus. Alors j'en suis le premier, désolé, je l'ai encore dit plusieurs fois, j'étais prêt à me retirer de cette liste pour faire la vraie union de la gauche. Comme dirait Jadot, l'écologie n'est pas droite et ni de gauche. Mais pourtant, il y a bien que la gauche qui parle d'écologie. Les autres partis font semblant d'en parler. Il faut agir. Et nous, sur l'écologie, on propose plusieurs mesures. La fin du Nico, j'arrive pas à le dire, contre qui tue les abeilles, partout en Europe. Parce qu'en France, c'est notre gouvernement qui l'a arrêté. Mais il faut le faire partout en Europe parce que c'est tous les pays qui doivent le faire. Nous sommes pour une vraie écologie, mais sans punitive. Il faut une écologie qui serve à tout le monde. Il nous faut une Europe sociale. Il
faut que les Français, les Européens, les habitants de l'Europe se retrouvent dans cette Europe. On ne peut plus faire une Europe qui est pour les riches, pour les banques. Il faut un ISF, il faut que les riches paient leurs impôts. Il faut que ce soit que nous qui payons nos impôts, il faut que ce soit les riches. C'est toujours plus facile de faire payer les pauvres parce qu'on est des sans-voix, on ne nous donne pas la parole. Il faut nous redonner la parole. Et vous êtes l'exemple, vous, ce soir, que le peuple n'en peut plus et qu'il a besoin qu'il soit entendu. Donc, notre liste, la liste, elle s'appelle Envie d'Europe écologique et sociale. Nous ne sommes pas parfaits, mais je pense que nous sommes la liste qui regroupe le plus de personnes sociales et écologiques. Sur notre liste, par exemple, nous avons Claire Louvian. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle mérite d'être connue. Elle est prix Goldman. Le prix Goldman, c'est le prix équivalent au prix Nobel de l'écologie. Elle combat la pêche électrique. Elle combat pas mal de choses. Elle était sur un plateau télé sur CNews il n'y a pas très longtemps. Et on l'a pris pour une folle parce qu'elle parlait d'écologie. Mais l'écologie, c'est important. Dans 10 ans, il sera trop tard. Il faut sauver notre planète maintenant. Et vraiment maintenant. Alors, monsieur, à votre question, pourquoi je voterai pour des députés? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sauver la planète? C'est ça, hein. Nous, on pense à la France insoumise, effectivement, qu'on a suffisamment d'ingénieurs en France pour faire cette transition écologique. Et je vais vous annoncer une grande nouvelle. On doit donner notre savoir, le donner, le partager à tous les pays qui le veulent. Pourquoi? Parce que ça aidera toute la planète à être sauvée. On est pour le partage. Partage des connaissances, partage du savoir. Si on trouve des solutions, effectivement, pour aller plus rapidement dans la transition écologique, nous avons le devoir de donner ce savoir à tous les peuples qui souffrent. Ça évitera le grand déménagement du monde, ça évitera les réfugiés et ça sauvera la planète. Voilà pourquoi je pense que nos députés, comme Younous Omarjee, qui a défendu la pêche électrique, il a gagné. Il défend une directive pour dépolluer les océans et il est en train de mener le combat et il est en train de le gagner. Voilà pourquoi je pense que non seulement on a un programme, on a des députés de combat que vous allez envoyer, mais on est pour un partage des connaissances afin que les autres pays puissent profiter de toutes les découvertes de nos ingénieurs. Eh bien, on voit combien il est difficile de parler d'Europe, parce que très vite on retombe dans les sujets nationaux, et alors que l'Europe, c'est quand même quelque chose qui peut améliorer la vie des citoyens. Moi, je ne comprends pas ceux qui considèrent que l'Union européenne, depuis 60 ans, a été à 100% négative. Je me dis, ce sont des gens qui ont un manque de discernement. Moi, je conseille de ne pas voter pour des gens qui n'ont pas de discernement, parce que quand on n'a pas de discernement, on conduit les autres vers le mur. Donc, il y a des choses qui vont, qui marchent, il y en a d'autres qui marchent moins bien, mais encore une fois, l'Europe, c'est une construction permanente. C'est pourquoi nous avons un cap européen qui est d'aller vers une République européenne qui soit démocratique, sociale et écologique. Donc nous avons un programme, il tient en 9 chapitres et 109 points, il est très élaboré, donc évidemment c'est pas dans un débat comme ça qu'on peut le détailler, j'en ai nous-mêmes par exemple pour mon voisin qui a aussi beaucoup d'idées. Donc je citerai en conclusion ce qu'a dit, alors je voulais dire, oui aussi sur les 34 listes, si vous regardez bien, il y en a 11 qui parlent vraiment d'Europe. 11 listes qui parlent d'Europe. Je ne vais pas les détailler, vous serez assez grand, vous verrez. Et donc moi je dis qu'il faut voter pour une de ces 11 listes. C'est-à-dire des gens qui veulent que ça avance, que la construction européenne ne soit pas un vélo à l'arrêt qui finisse par tomber. Et donc je conclurai en recitant à la fois, une dernière fois, Robert Schuman, qui a été quand même ce grand monsieur qui a mis sur les rails cette Europe avec d'autres, avec des Italiens, des Allemands. Il disait: nous devons sauver l'Europe, la fortifier intérieurement, non pas seulement dans son propre intérêt, mais encore dans l'intérêt de l'humanité. Là, je te rejoins en disant qu'effectivement, nous devons être un exemple. L'Europe, nous sommes un oasis de paix et de démocratie tant bien que mal. Malgré tout, comme disait Churchill, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc voilà, moi je pense qu'il faut se mobiliser ce 26 mai, vous votez pour qui vous voulez, mais venez voter et faites voter de façon à ce qu'effectivement il y ait une dynamique qui nous permette d'avancer. Parce que si on n'avance plus, on tombe, et puis face à des États blocs comme la Chine, comme M. Trump, les États-Unis qui étaient soi-disant nos alliés, mais qui aujourd'hui on voit bien qu'ils cherchent aussi à détruire l'Europe, eh bien soyons forts et ne nous décourageons pas. La route est longue, mais on ira.
vais essayer d'être très synthétique. À l'heure actuelle, dans le débat médiatique, la question européenne est débattue quasiment sous un seul angle. Comment en avoir un peu plus? Donc si vous souhaitez que le débat soit équitable, c'est-à-dire qu'en fait on puisse parler des effets bénéfiques de se libérer de la construction européenne comme des effets positifs de rester au sein de la construction européenne, eh bien voter pour l'Union populaire, ça permettra d'avoir un débat équitable. Je vous remercie. Bon. Bien, écoutez, merci à vous. Donc, je tenais à vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation, déjà. C'est pas facile à organiser. Il nous manque deux personnes qui ne sont pas venues, alors je ne sais pas pourquoi. Tu as eu un... Non. On regardera ça de plus près. 4 listes étaient excusées. Elles nous ont dit que, voilà, comment? Voilà. Il y a 4 listes qui étaient excusées et les autres ne vont pas du tout répondu. Donc, dans la République en marche, qui doit marcher trop vite pour nous et on n'arrive pas à les rattraper. Voilà. Donc, je tiens aussi à vous remercier, vous, d'être venus. Voilà, je ne remercie pas la Chanterie, j'ai envie une petite couche parce que voilà. Donc, si vous voulez vous désabonner, il n'y a pas de problème. HT Sud-Ouest, eux, ils ont fait un article. D'accord? Et jusqu'à présent, Sud-Ouest nous a suivis dans beaucoup de choses. Je tiens à remercier aussi la mairie de l'île d'Espagnac qui nous a gentiment prêté la salle et tous les moyens techniques. Donc on les remercie d'avoir fait ce geste. Et puis on va se retrouver le 25, j'espère, si vous voulez bien faire un petit tour sur les bords du Meaux. On fait un petit village jaune et voilà, ça va être sympa. On va faire quelques petites actions qui vont être à la fois écologiquement, à la fois aussi pour motiver encore les gens, parce que le 25, normalement, le 26 on vote. Donc on va faire encore des petits ateliers pour expliquer aux gens et essayer de les convaincre d'aller voter. Je vous avouerai que les gens, s'ils vont aller voter, ça va être un vote contre Macron, parce que la plupart d'entre nous, on choisira par rapport à nos sensibilités, mais ça sera vraiment un vote contre Macron. Voilà. Comme ça a été un vote contre Marine Le Pen aux élections, là ça sera un vote contre Macron. Voilà, parce que c'est ressenti de beaucoup, pas de tous, mais de beaucoup. Voilà. En attendant, je vous remercie beaucoup, et puis je vous souhaite une bonne campagne jusqu'au 26. Voilà, merci. Merci beaucoup.